Je m'appelle Pierre Morel, j'ai 68 ans et j'ai passé ma vie à faire signer des contrats que les gens n'avaient parfois pas pris la peine de lire. Ancien notaire, j'ai appris que les trahisons les plus douloureuses ne se cachent pas toujours dans les petites lignes, mais dans les regards que l'on croyait sincères. Ce soir-là, la mairie de Lyon organisait une réception pour les mécènes locaux, une de ces soirées où le champagne remplace les sourires sincères. J'y suis allé presque par habitude, costume gris, cravate sombre, carnet dans la poche intérieure, prêt à échanger des banalités avec d'anciens collègues. Je n'avais qu'une idée en tête, apercevoir ma fille, Clara. Elle devait y être, invitée avec son mari, Julien. Je les avais aidés à acheter une maison près de Lille en leur offrant un chèque de 200 000 euros. Un cadeau paternel, fait sans condition, avec cette naïveté tranquille qu'on s'autorise à l'approche de la retraite. Quand je suis entré dans la grande salle, j'ai d'abord reconnu la voix du maire, puis celle d'un vieil ami avocat, et soudain, dans la foule, ce rire, celui de ma fille. J'ai levé les yeux, et je l'ai vue. Elle portait une robe bleu nuit, les cheveux relevés, l'air de quelqu'un qui a tout réussi. À son bras, Julien, toujours impeccable, avec ce sourire commercial qu'il garde pour les moments où il veut paraître irréprochable. Je me suis approché lentement, heureux. Il y a des visages qui, même après des mois de silence, gardent la capacité de vous réchauffer. Clara, ai-je dit doucement. Elle s'est tournée, son regard m'a traversé sans me reconnaître. Puis, d'un ton calme, clair, presque détaché, je suis désolé, monsieur, vous devez vous tromper de personne. Autour d'elle, quelques invités ont ri, croyant à une plaisanterie mondaine. Mais moi, je savais. Ce n'était pas une erreur, pas une blague, c'était un refus, un effacement. J'ai senti mes jambes se raidir, ma gorge se serrer. Le silence a duré 3 secondes, le temps qu'il faut à un cœur pour comprendre qu'il vient de se briser. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'incliner légèrement la tête, comme un inconnu qu'on vient de remettre à sa place. Je suis sorti sans qu'on me retienne. Dehors, l'air était froid. La ville brillait sous les réverbères comme si rien n'avait changé, sauf moi. En montant dans ma voiture, j'ai remarqué le chèque, sa copie pliée dans mon portefeuille. Je l'ai sorti, j'ai lu la somme, le nom, ma signature. 200 000 euros, écrits de ma main. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond depuis bien avant cette soirée. Le moteur tournait au ralenti. Dans le reflet du pare-brise, je voyais mon visage, celui d'un vieil homme qu'on venait d'effacer de son propre arbre généalogique. Je me suis souvenu de la dernière fois que Clara m'avait appelé. C'était un dimanche après-midi, quelques semaines plus tôt. Elle m'avait parlé vite, d'un ton pressé. Elle disait que tout allait bien, qu'il signait bientôt l'acte, que je n'avais pas besoin de venir. J'avais proposé de passer et de les aider à vérifier les documents. Elle avait ri. Papa, je travaille dans le marketing, pas dans le droit, mais je sais lire un contrat. Je n'avais rien dit. Par réflexe, j'avais choisi la confiance. Cette confiance que les pères offrent sans condition, même quand l'instinct murmure le contraire. De retour chez moi, j'ai enlevé ma veste, posé mes clés sur la table et allumé la lampe du bureau. Le silence de la maison me frappa. Depuis la mort de ma femme, Élise, chaque pièce sonnait comme une église vide. Sur le bureau, il y avait une photo, Clara, à 10 ans, dans un jardin d'été, tenant son cerf-volant. Ce sourire d'enfant qu'on croit éternel. Je suis resté là longtemps à regarder cette photo, sans comprendre comment cette petite fille avait pu devenir cette femme capable de dire « Je ne vous connais pas ». J'ai rouvert le dossier du virement. J'y ai trouvé la trace du chèque daté d'1 mois auparavant. Le banquier m'avait félicité de ma générosité. Vous savez, peu de parents font encore confiance à ce point, avait-il dit. Je me suis demandé s'il rirait autant en apprenant que cette confiance venait de mourir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis fait du thé, j'ai marché dans la maison, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris. Peut-être un jeu, une maladresse, un mot trop fort devant ses amis. Mais plus j'y pensais, plus je sentais que la phrase « Monsieur » n'était pas un accident. Elle voulait dire « Tu n'existes plus ». Vers le petit matin, j'ai pris une décision simple, je ne dirai rien, je n'appellerai pas, je n'écrirai pas. Je laisserai le silence travailler pour moi, comme je l'ai toujours fait dans mon métier. Parce que le silence, quand il est bien placé, vaut parfois un verdict. Je me suis assis à mon bureau,
ai ouvert mon agenda et noté calmement « Contacter la banque, vérifier statut du chèque ». Ce n'était pas une vengeance, c'était un réflexe professionnel, un besoin de comprendre avant d'agir. J'avais vu trop de familles se déchirer pour des successions, trop de fils et de filles transformer la confiance en monnaie d'échange. Je savais que quand l'argent entre dans une histoire, l'amour en sort rarement vivant. Et ce soir-là, sous la lumière grise de l'aube, j'ai compris que ma fille venait peut-être de signer la fin de la nôtre. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau et pris le tram jusqu'à la banque. L'air était frais, le ciel couvert d'un gris neutre. J'avais pris rendez-vous avec Madame Lefebvre, ma conseillère depuis plus de 10 ans. Une femme discrète, efficace, le genre à se souvenir du prénom de votre épouse ou du vin que vous aimez offrir à Noël. Quand je suis entré dans son bureau, elle a levé les yeux avec un sourire un peu gêné. « Monsieur Morel, quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?»« Rien d'urgent, ai-je répondu. J'aimerais simplement vérifier un détail concernant le chèque pour ma fille, Clara. » Elle a tapé sur son clavier, les ongles claquant contre les touches. « Ah oui, je vois. Chèque émis le mois dernier, encaissé dans les 24 heures. Je l'ai observé. » « Sur quel compte exactement? Celui du notaire chargé de la vente, j'imagine ?» Elle a hésité une seconde. « Non, sur un compte personnel. »« Le sien? » ?»« Non, celui de monsieur Julien Delaunay. » J'ai senti une chaleur étrange me monter au visage. « Son mari, ai-je précisé. »« Oui, tout à fait, » a-t-elle dit rapidement. « C'est sans doute un arrangement familial. » J'ai hoché la tête comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, une pièce venait de se fissurer. Je connaissais la loi, les procédures, les justifications possibles. Mais une certitude se formait déjà. Clara n'avait pas acheté de maison. Ou, si elle l'avait fait sans moi et avec mon argent. Je suis sorti de la banque sans un mot. La pluie tombait en diagonale et je n'avais pas pris de parapluie. Je me suis assis dans un café, face à la gare. Le café sentait le sucre brûlé et les journaux mouillés. J'ai commandé un expresso, puis j'ai sorti mon carnet. J'y ai noté, d'une écriture lente, compte Julien Delaunay, chèque encaissé directement, demandé justificatif acte de vente. Le serveur a posé la tasse. « Vous attendez quelqu'un ?»« Oui, » ai-je répondu sans réfléchir. « J'attends la vérité. » Le soir, j'ai tenté d'appeler Clara, 1 fois, 2 fois, 3 fois, boîte vocale. Le lendemain, son téléphone sonnait toujours dans le vide. Julien, lui, m'a écrit un message. « Bonjour Pierre. Clara est un peu fatiguée ces temps-ci. Beaucoup de travail et de stress avec la maison. On vous appellera bientôt. Pas de signature, pas d'émoticône, rien. Un message aussi froid qu'une lettre administrative. » Les jours suivants ont filé sans nouvelles. Le silence de ma fille s'étendait comme une brume épaisse. Je continuais pourtant à suivre les journaux immobiliers, les registres de notaires. Aucune mention d'un achat à leur nom. Rien. Un matin, j'ai appelé discrètement mon ancien clerc, Philippe, resté au cabinet après mon départ. « Peux-tu jeter un œil dans les actes récents à Lille? Un couple Delaunay, Julien et Clara. Achat maison, résidence principale. » Il a accepté sans poser de questions. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. « J'ai vérifié, Pierre. Aucun acte à leur nom. En revanche, j'ai trouvé un dépôt de dossier pour une société civile immobilière, JD Invest. Le capital déclaré correspond à peu près à ton chèque. » Et les associés? Julien seul. Clara n'apparaît pas. J'ai remercié Philippe. Long silence. Puis il a ajouté, plus bas. « Pierre, fais attention à ne pas te mêler à ça trop vite. Si le capital vient de toi, tu peux te retrouver entraîné malgré toi. » Je n'ai pas répondu. Je regardais la photo de ma fille sur la cheminée, prise l'année de son mariage. Un voile semblait maintenant couvrir ce souvenir. Les jours ont passé, le téléphone ne sonnait plus, le courrier, lui, arrivait toujours, des factures, des offres d'assurance, des lettres anonymes de la mairie, mais rien d'elle. Le dimanche suivant, j'ai décidé d'aller jusqu'à Lille, sans prévenir. J'ai pris le train du matin, emportant une simple valise et mes carnets de notes. La gare de Lille-Flandre m'a accueilli avec son brouhaha familier, les annonces métalliques, l'odeur de café et de pluie. J'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse indiquée sur leur dernier courrier. Une maison de ville, façade beige, volets fermés.
Personne n'a répondu à la sonnette. J'ai attendu quelques minutes, puis un voisin est sorti promener son chien. Vous cherchez les Delaunay? M'a-t-il demandé. Oui, vous les connaissez? À peine. Ils sont partis depuis 15 jours, je crois. Un camion de déménagement est venu un matin, très tôt, je n'ai rien dit. Je me suis assis sur le banc en face, le cœur lourd. Parti. Sans un mot. Pas une explication, pas un adieu. Sur le trajet du retour, je me suis surpris à calculer mentalement 200 000 euros. Ce n'était pas seulement une somme, c'était la mesure exacte de ma confiance. En arrivant chez moi, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe blanche, sans timbre, glissée à la main. À l'intérieur, une seule feuille, imprimée. Monsieur Morel, votre procuration bancaire a été modifiée selon votre demande du mois dernier. Nous restons à votre disposition pour toute vérification. En bas, ma signature, mais pas mon trait. Je l'aurais reconnue entre mille. Fine, mais trop régulière. Une imitation. Je suis resté immobile, la lettre entre les doigts. Le tic-tac de l'horloge semblait frapper chaque seconde comme un coup de marteau. La colère ne venait pas, juste un calme glacé. Cette fois, je n'étais plus seulement un père blessé, j'étais un ancien notaire, témoin d'un faux. Et si ma fille pensait que j'allais fermer les yeux, elle avait oublié qui j'étais. Je me suis assis à mon bureau et ouvert un nouveau dossier. Sur la première page, j'ai écrit en lettres capitales « Dossier Clara Delaunay, vérification de signature et mouvement bancaire ». Puis au-dessous, motif, suspicion d'abus de confiance familiale. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une forme de paix, non pas celle du pardon, mais celle du devoir. Parce que, qu'on le veuille ou non, il arrive un moment où même les pères doivent se défendre. Je n'ai jamais cru aux coïncidences. Dans mon métier, chaque signature, chaque tampon, chaque mot a un but. Alors, quand j'ai vu cette lettre avec ma fausse signature, j'ai su « quelqu'un voulait que je perde plus qu'un simple chèque ». Le lendemain matin, j'ai sorti de mon tiroir la vieille loupe en laiton qui m'accompagnait pendant mes années d'études. Sous la lumière du bureau, j'ai comparé la signature de la banque avec celle de mes anciens documents. Testament, vente, procuration. Les différences étaient minimes, presque invisibles à un œil non formé, une boucle plus serrée, un accent légèrement incliné. Mais pour moi, c'était une alarme, une imitation faite par quelqu'un qui me connaît. Je me suis versé un café noir, puis j'ai appelé Bernard Lemoine, mon confrère et ami de longue date. « Pierre, ça fait une éternité. » « Oui, Bernard. J'ai besoin de ton œil, pas de ton amitié cette fois. » Ça sonne grave. Je t'envoie une copie de ma signature. Dis-moi si tu vois ce que je vois. 1 heure plus tard, il me rappelait. Tu as raison, faux évident, mais habile. Pas un amateur. Quelqu'un a dû scanner ta signature puis la retracer numériquement. Donc une personne avec accès à mes documents. Exactement. Et à ta confiance. Je n'ai rien répondu. Il savait que je pensais à Clara. Dans l'après-midi, j'ai pris la route vers mon ancien cabinet rue Vendôme. Le quartier n'avait pas changé. Vitrine d'agence, café où les avocats commentent les jugements. Philippe, mon ancien clerc, m'attendait. Il avait préparé des photocopies de documents récents. « J'ai trouvé une procuration déposée il y a 3 semaines, m'a-t-il dit. »« À quel nom ?»« Clara Delaunay, avec ta signature et un numéro de dossier correspondant à ta banque. » Je me suis assis. « Elle a eu accès à mon compte, alors ?»« Apparemment, oui. »« Et personne n'a vérifié auprès de moi ?»« Non. La signature numérique suffisait, surtout avec le justificatif de domicile qu'elle a fourni. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quel justificatif? Philippe a sorti une feuille. C'était une facture EDF datée d'il y a 2 mois. Adresse, résidence Les Tilleuls, appartement 203. Mon ancienne adresse avant mon déménagement. Elle avait utilisé une copie de mon ancien bail pour prouver ma résidence. Je me suis appuyé contre le dossier du fauteuil, la respiration lourde. Philippe a posé sa main sur mon bras. « Pierre, tu veux que je t'aide à déposer une plainte ?»« Pas encore, pas sans preuves irréfutables. »« Tu veux jouer ton propre jeu ?»« Oui, et cette fois je ne signerai rien avant d'avoir tout lu. » Le soir même, j'ai commencé à fouiller mes relevés bancaires. Sur un mois, 3 retraits inhabituels. Montant rond, toujours justifié par la même note. Investissement immobilier,
des retraits effectués depuis une agence de Lille. Chaque mouvement portait ma signature électronique. J'ai noté les dates sur une feuille, puis j'ai cherché à quoi correspondaient ces débits. L'un d'eux menait à un compte professionnel intitulé JD Consulting, la société de Julien. J'ai fermé les yeux un instant. Je me souvenais encore du toast qu'il avait porté à leur mariage. Grâce à Pierre, nous avons appris que les fondations les plus solides sont celles de la confiance. Ironie cruelle. 2 jours plus tard, j'ai pris rendez-vous avec un vieil ami expert en cyberfraude, Marc Dupré. Ancien inspecteur, désormais consultant pour des banques. Dans son bureau, les écrans défilaient des lignes de code, les cafés s'empilaient. Je lui ai tendu la clé USB contenant mes relevés. Tu veux que je cherche quoi? Des traces. Une empreinte numérique, une connexion suspecte, n'importe quoi. Je vais voir ce que je peux faire. Pendant qu'il travaillait, j'ai observé les écrans, les chiffres, les courbes, les codes, tout ce langage moderne que j'avais fui en prenant ma retraite. Après une vingtaine de minutes, il s'est tourné vers moi. Regarde ça. Tous les ordres ont été envoyés depuis un ordinateur enregistré au nom de Clara Delaunay, adresse IP fixe de Lille, et chaque transaction a été validée par un code reçu sur un téléphone associé à ton compte. Mon téléphone n'a jamais sonné. Parce qu'il y avait un double de ta carte SIM, Pierre. Impossible. Je t'assure, c'est un remplacement fait dans une boutique de téléphonie de Lille, 2 jours avant la première transaction. Je suis resté muet. Une carte SIM remplacée, une signature falsifiée, une procuration trafiquée, tout un plan. Précis, réfléchi, presque professionnel. Marc a ajouté, plus bas, « C'est une fraude lourde, Pierre. Tu dois agir avant qu'il déplace le reste de l'argent. » Non. Comment ça, non? Pas encore. Je veux savoir jusqu'où ils sont allés. Je suis rentré à Lyon tard dans la soirée. Sur la route, la ville semblait étrangère. Les vitrines s'éteignaient, les passants rentraient chez eux, et moi, je rentrais dans une guerre silencieuse contre ma propre fille. Chez moi, j'ai rangé les documents dans une chemise rouge, celle que j'utilisais autrefois pour les dossiers sensibles. Dessus, j'ai noté au stylo noir « Fraude familiale, étape 1, terminée ». Puis j'ai ajouté « Étape 2, récupérer la preuve morale ». Car une chose est d'avoir des faits, une autre est de comprendre les motivations. Pourquoi? Pourquoi en arriver là? Le besoin d'argent? L'influence de Julien? Ou le simple mépris d'un père devenu trop vieux pour compter? Je me suis servi un verre de whisky. Le goût du chêne m'a rappelé les soirs d'hiver avec Élise, quand on faisait des bilans de vie devant le feu. Elle aurait su quoi dire. Elle aurait su calmer ma colère. Moi, je n'avais que le silence. Et le silence, cette fois, serait mon arme. Avant d'éteindre la lampe, j'ai ouvert mon agenda et noté pour le lendemain « Appeler Bernard, préparer blocage préventif du chèque, prévoir déplacement Lille, recueil témoignages voisins. » J'étais redevenu ce que j'avais toujours été, un homme méthodique. Mais cette fois, le dossier portait mon propre nom, et dans un coin de ma tête, une phrase tournait sans cesse comme un avertissement. On ne ment pas impunément à quelqu'un qui a passé sa vie à lire entre les lignes. J'ai passé la nuit à regarder défiler les chiffres sur mes relevés, les signatures falsifiées, les dates qui s'enchaînaient avec une précision glaciale. Tout formait un tableau cohérent. Clara et Julien avaient préparé ce plan depuis des semaines. Ils avaient attendu que je baisse la garde, que je me comporte comme un père et non comme un notaire. Et moi, j'avais fait exactement ce qu'ils espéraient. J'avais fait confiance. Vers le petit matin, j'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de rassembler des preuves. Il me fallait agir, mais pas dans la colère. La colère, je la laissais aux autres. Moi, j'allais leur opposer la méthode. Je me suis levé et ouvert les volets. Le jour naissait lentement, gris et silencieux. Sur le bureau, le dossier rouge m'attendait, posé comme un rappel de ce que j'avais à faire. J'ai commencé par écrire une lettre. Une lettre simple, presque banale. « Ma chère Clara, je voulais te dire que j'ai pensé à toi ces derniers temps. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. J'aimerais te parler d'un petit projet familial. Rien d'urgent, mais il faut que tu signes quelques papiers à la banque. Ton père, Pierre. » Une lettre anodine, sans menace ni reproche, mais derrière chaque mot, un piège soigneusement tendu. Je l'ai posté le matin même, et j'ai appelé Bernard, mon ami notaire. Je vais avoir besoin d'une salle privée, discrète pour une signature.
Pour quel type d'acte? Disons, un acte symbolique. Il a reconnu dans ma voix le ton que j'avais autrefois quand je préparais un dossier sensible. Très bien, je te réserve mon bureau pour demain après-midi. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Clara. Je suis resté immobile quelques secondes avant de décrocher. Papa? Oui, ma fille. Un silence. Puis sa voix, un peu forcée. J'ai reçu ta lettre. Je suis désolé de ne pas t'avoir rappelé. On a eu beaucoup à faire avec la maison. Je comprends. Tu veux qu'on se voie demain? Oui, bien sûr. Sa voix tremblait légèrement. Pas de peur, non. De calcul. Je la connaissais trop bien. Le lendemain, je suis arrivé au cabinet avant elle. Bernard avait tout préparé. Un bureau impeccable, 2 dossiers identiques sur la table et un enregistreur discret dans le tiroir du secrétaire. Je voulais une trace. Pas une vengeance, une preuve légale. Clara est entrée quelques minutes plus tard. Son parfum, celui que sa mère portait autrefois, a rempli la pièce. Elle a souri, ce sourire qui avait déjà servi à tromper bien d'autres que moi. Papa, tu as l'air fatigué. Je dors mal, c'est vrai, mais je vais mieux maintenant que tu es là. Elle s'est assise, a croisé les jambes, posé son sac sur la table. Alors, ce projet familial? Oui, j'aimerais mettre certaines choses au clair concernant les donations. J'ai préparé un document qui t'assure la pleine propriété de la maison que vous avez achetée. Elle a levé les yeux, méfiante. Pourquoi maintenant? Parce que je veux que tout soit propre, et que tu n'aies plus à t'inquiéter de rien. Je lui ai tendu le dossier. Elle a lu les premières lignes, le front plissé. Son regard s'est détendu quand elle a vu que le texte parlait d'un acte de confirmation de donation. Un texte rédigé comme un vrai. Mais au bas de la page, dans la marge, une mention discrète. Document d'identification à usage interne, soumis à vérification notariale. Une phrase banale pour un œil distrait, mais lourde de sens pour un juriste. Ce n'était pas un acte officiel, c'était une pièce test, une façon de voir si elle signerait sans lire. Je lui ai tendu le stylo, elle a signé, sans poser de questions. J'ai senti mon cœur se serrer. Pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une tristesse tranquille. La preuve était faite. Ma fille signait tout ce qu'on lui présentait, tant qu'elle pensait y gagner. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Merci d'être venu, ai-je dit. C'est normal. Tu vois, on peut se parler calmement. Oui, c'est tout ce que je voulais. Quand elle est sortie, j'ai attendu que la porte se referme avant d'appeler Bernard. C'est fait, ai-je dit simplement. Elle a signé, sans lire une ligne. Et maintenant? Maintenant, on va vérifier jusqu'où elle est allée avec les vraies signatures. Le soir même, Bernard m'a transmis un relevé interne de la Chambre des notaires, une procuration authentifiée à mon nom, datée de 3 semaines, signée à Lille, avec la même signature que celle de ma fille ce jour-là. Les boucles, la pression du stylo, la direction du trait, identiques. Il n'y avait plus de doute. Clara avait signé à ma place, avec la même main, la même légèreté. Cette fois, la justice pouvait être saisie, mais je n'étais pas encore prêt. Je voulais comprendre le rôle de Julien. Derrière les faux documents, il y avait sa patte, la logique froide du gestionnaire, les montages financiers, les sociétés écrans. Clara n'aurait jamais fait ça seule. J'ai donc pris une décision simple, les laisser croire qu'ils avaient gagné. Je ferais semblant d'être fatigué, naïf, dépassé par la technologie. Je jouerais le vieux père distrait, incapable de comprendre les subtilités des virements numériques, et pendant qu'il se croirait en sécurité, j'accumulerais les preuves. C'est à ce moment précis que mon rôle a changé. Je n'étais plus la victime d'une trahison, j'étais l'enquêteur d'un drame familial. Je me suis regardé dans le miroir du couloir, le visage fatigué, les yeux marqués, mais calmes, et je me suis dit tout bas, « Très bien, Clara. Puisque tu veux jouer à la notaire, tu vas découvrir ce que ça coûte de mentir à un homme qui connaît la loi mieux que toi. » Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Clara m'écrivait de temps à autre de courts messages. « Tout se passe bien, la maison est presque finie, on t'enverra des photos bientôt. » Je répondais avec la même politesse distante. Je voulais qu'elle croie que j'avais pardonné, que j'étais prêt à tourner la page. En réalité, je préparais ma scène.
Bernard m'avait mis en contact avec un huissier, maître Girard, un homme sec et précis, habitué aux drames de famille. Nous avons choisi le lieu avec soin, la réception d'inauguration de leur nouvelle maison à Villefranche-sur-Saône, un événement organisé par Julien, bien sûr, avec presse locale, collègues et voisins. Clara m'avait envoyé une invitation par simple courtoisie, sans se douter que j'y viendrais. Elle pensait sans doute que j'aurais trop honte pour me montrer. C'était une erreur. Le jour venu, j'ai mis mon plus vieux costume. Pas par nostalgie, mais pour ressembler à ce qu'il croyait que je suis devenu, un vieil homme effacé. J'ai glissé dans ma mallette les copies certifiées conformes, la fausse procuration, la signature authentique, les relevés bancaires, et enfin le document signé par Clara dans le bureau de Bernard, celui qui prouvait qu'elle signait sans lire. L'huissier m'a rejoint devant la maison, une villa blanche, façade neuve, ruban tricolore tendu à l'entrée. Sur le perron, Clara et Julien accueillaient les invités, souriant, sûrs d'eux. Je suis resté un moment à les observer. Ma fille riait fort, comme si le bruit pouvait couvrir la culpabilité. Quand elle m'a aperçu, son sourire s'est figé. « Papa, tu es venu ?»« Oui, ma chérie, j'ai reçu ton invitation. Je ne voulais pas rater un si grand jour. » Julien s'est approché, tout en faux naturel. « Pierre, quelle surprise! Tu vas voir, la maison est magnifique. Tu seras fier de nous. »« Oh, je le suis déjà, » ai-je répondu calmement. Je suis entré. Les invités bavardaient autour des buffets, la presse locale prenait des photos. Tout était prêt pour la comédie. Et moi, j'étais prêt pour la vérité. Au moment où Julien a levé la coupe pour faire son discours, j'ai fait signe à maître Girard. Il s'est avancé d'un pas, sa serviette à la main. « Pardonnez-moi, monsieur Delaunay. Avant que vous ne commenciez, j'ai ici un document à remettre à madame Clara Delaunay concernant un acte bancaire et une procédure de vérification. » Le silence est tombé d'un coup. Clara a blêmi. « Quelle procédure ?»« Une simple notification de la Banque de Lyon, » a ajouté l'huissier, concernant l'annulation d'un chèque de 200 000 € et la suspension d'une procuration litigieuse. Les invités échangeaient des regards gênés. Julien a tenté de sourire. « Il doit y avoir une erreur. »« Non, » ai-je dit, « il n'y a pas d'erreur. » Je me suis avancé, la voix posée, presque douce. « Vous savez, quand j'étais notaire, j'ai souvent vu des signatures qui semblaient parfaites, des boucles nettes, des lettres régulières. Mais ce qui trahit toujours le faussaire, c'est la main trop sûre, le trait trop propre. Le cœur, lui, tremble un peu. » Je me suis tourné vers Clara. La tienne ne tremblait pas ce jour-là. Pas assez, du moins. Elle m'a fixé, incapable de parler. « Papa, tu ne comprends pas ?»« Si, Clara, je comprends parfaitement. Tu as cru que je n'étais plus attentif, que je n'étais plus le notaire, seulement le père. Mais tu as oublié une chose. Les pères ne perdent jamais complètement leur regard. » Je lui ai tendu le dossier. « Voici la copie de la procuration falsifiée, la preuve de la transaction vers le compte de Julien. Et ton écriture, ici, sur ce document d'essai que tu as signé sans même le lire. » Julien a arraché le dossier, l'a feuilleté à la hâte. Son visage s'est vidé de toute couleur. Il a murmuré « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Non, Julien, c'est exactement ce que je crois. » L'huissier a poursuivi, implacable. « Madame Delaunay, monsieur Delaunay, vous êtes formellement notifié de l'ouverture d'une enquête pour faux et usage de faux en écriture privée, ainsi que pour abus de confiance. » Un murmure a parcouru la salle. Clara a porté la main à sa bouche. « Papa, s'il te plaît, pas ici. »« Ici, justement, parce que c'est en public que tu as choisi de me renier. Il est juste que la vérité s'y montre aussi. » Je me suis tourné vers les invités qui baissèrent les yeux. « Mesdames, messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce désordre. Mais quand une fille nie son père, il faut parfois un notaire pour le lui rappeler. » Je suis sorti dans le jardin. Le soleil tombait, doré et calme. Derrière moi, j'ai entendu les voix s'éteindre, les verres se reposer. Ma fille pleurait. Julien, lui, s'éloignait vers la voiture. Et moi, je marchais sans me retourner. L'huissier m'a rejoint. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir poursuivre ?»« Pas tout de suite. La honte est parfois une punition plus rapide que la justice. » Il a hoché la tête. Nous avons marché ensemble jusqu'à la grille.
Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. Clara se tenait seule sur le perron tenant la lettre de la banque. Je l'ai vue murmurer quelque chose, mais le vent a emporté les mots. Je n'ai pas cherché à les entendre. Ce soir-là, j'avais déjà entendu tout ce qu'il me fallait. Les jours qui ont suivi la réception ont eu le goût du silence. Un silence lourd, presque physique, qui s'installe dans la maison comme un hôte qu'on n'a pas invité. Je passais mes matinées à marcher dans le parc de la Tête d'Or, un carnet à la main. Les gens me croisaient sans me reconnaître, et c'était mieux ainsi. 3 jours après la confrontation, j'ai reçu un appel de maître Girard, l'huissier. Monsieur Morel, la procédure avance. La banque a confirmé l'annulation du chèque et la suspension des comptes. Le parquet de Lyon a ouvert un dossier préliminaire. Très bien, ai-je répondu calmement. Souhaitez-vous déposer plainte personnelle? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit non, pas pour l'instant. Qu'ils comprennent d'abord ce que veut dire vivre sans argent, sans confiance et sans nom. La loi peut attendre. Il a noté ma réponse, puis m'a simplement dit « Vous savez, peu de gens réagiraient avec autant de retenue. » Ce n'est pas de la retenue, maître, c'est de la lassitude. On se lasse même de la colère, un jour. Le soir, j'ai rangé tous les documents dans une boîte métallique que j'ai glissée dans le tiroir du bas, celui où je garde les lettres de ma femme, Élise. Les deux histoires avaient quelque chose de commun. Elles m'avaient appris à perdre sans crier. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture de Clara. L'enveloppe portait un timbre de Lille. Je l'ai ouverte sans hâte. « Papa, je sais que tu as raison. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait. » Julien est parti. Il m'a laissé avec des dettes et des papiers que je ne comprends même plus. J'ai honte. Je ne demande pas ton pardon, seulement que tu saches que j'ai compris. Tu m'avais tout donné, et moi j'ai voulu plus encore. Maintenant je n'ai plus rien. Ta fille, Clara. Je l'ai relue plusieurs fois. Pas de larmes, pas d'excuses trop longues, juste une phrase vraie. Et dans un monde où tout se falsifie, la vérité a parfois la valeur d'un acte notarié. Le lendemain, je suis allé au bureau de poste, j'ai acheté une simple carte blanche, j'y ai écrit « L'argent revient toujours, la confiance jamais. Quand tu voudras parler, ma porte sera ouverte. » Puis j'ai signé, d'une écriture lente, ferme, ma vraie signature. Celle qu'aucune machine, qu'aucune fille égarée ne pourrait imiter. Je suis rentré à la maison en fin d'après-midi. Le soleil passait à travers les vitres du salon et la lumière dessinait sur le parquet les ombres des feuilles du marronnier. J'ai préparé du thé, allumé la vieille radio d'Élise et j'ai écouté une valse de Chopin. Les notes flottèrent dans la pièce, légères, presque irréelles. À cet instant, j'ai pensé que la justice n'est pas toujours une affaire de tribunaux. Parfois, elle se rend seule, dans le silence d'un bureau, avec une plume et un cœur qui ne tremblent plus. Je n'ai plus jamais revu Julien. Clara, elle, m'a écrit 2 fois dans l'année. Des lettres sobres, sans demande d'argent ni d'excuses. Juste des phrases de fille à père, maladroites mais sincères. Elle a trouvé un travail dans une petite librairie à Lille. Elle signe désormais ses lettres, ta fille, toujours. Parfois, je les relis avant de dormir. Et je me dis que peut-être, au fond, c'est cela, la vraie justice. Pas celle qui punit, mais celle qui restaure un peu d'humanité là où tout semblait perdu. Je garde encore sur mon bureau le stylo qu'elle a utilisé le jour où elle a signé sans lire. Je ne l'ai jamais jeté, pas par nostalgie, mais comme un rappel. Un rappel que la confiance, comme l'encre, ne s'efface jamais complètement. Elle laisse toujours une trace. Ce soir, avant d'éteindre la lampe, j'ai noté dans mon carnet « Clara, leçon apprise. L'amour se signe à la main, pas à la banque. » Puis j'ai soufflé la lumière. Le silence, encore une fois, s'est installé. Mais cette fois, il n'était plus lourd. On me demande parfois si j'ai pardonné. Je ne sais pas. Le pardon n'est pas une décision, c'est une fatigue. Un jour, la colère s'en va d'elle-même et on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'un peu de tendresse pour ce qu'on a perdu. Je ne pense pas souvent à l'argent. 200 000 €, sur le papier, une somme considérable. Dans la vie, un prix exact pour mesurer la confiance. Quand on a mon âge, on comprend que certaines valeurs se paient en silence, pas en chiffres. Chaque matin, je passe devant la boîte aux lettres. J'y jette un coup d'œil sans vraiment attendre. Parfois, il y a une carte de Clara,
Une photo d'un livre, d'un chat endormi, d'une tasse de café, rien d'extraordinaire. Mais c'est justement cela, le miracle, la banalité revenue. Je n'ai plus peur de mourir seul. Ce qui me terrifiait autrefois, c'était l'idée d'être oublié de mon vivant. Aujourd'hui, je sais que la mémoire n'est pas une question de présence, mais de vérité. Et la vérité, même douloureuse, finit toujours par reconnaître ses témoins. Il m'arrive de croiser des pères dans le parc, fatigués, inquiets pour leurs enfants. Je ne leur dis rien, chacun doit découvrir à sa manière que l'amour n'est pas une signature au bas d'un chèque, mais un contrat qu'on réécrit tous les jours. J'ai conservé la boîte métallique où dorment les documents, les lettres et ce stylo maudit. Parfois, j'ouvre le tiroir, je relis la première ligne du dossier, fraude familiale, étape 1, terminée. Je souris. Oui, terminé. Mais pas comme je l'imaginais. La justice, finalement, n'a pas besoin d'un juge quand la vérité s'impose d'elle-même, et si quelqu'un me demandait ce que j'ai appris de tout cela, je répondrais simplement « Ne signez jamais les yeux fermés, sauf quand il s'agit d'aimer ». La pluie tombe encore ce soir, fine, régulière, comme un vieux métronome. Je suis assis près de la fenêtre, un verre de vin posé sur la table, et le dossier rouge devant moi. Je ne l'ouvre plus. Il reste là, fermé, comme un livre dont on connaît déjà la fin. Dans la rue, les lampadaires allument un à un leur halo jaune. Je pense à Clara. Peut-être rentre-t-elle du travail à cette heure-ci, les mains dans les poches, le visage contre le vent du nord. Peut-être qu'elle regarde elle aussi la pluie tomber, en se demandant si je fais de même. Je n'attends plus qu'elle revienne. Mais je sais qu'un jour elle frappera à la porte sans prévenir, simplement pour dire « Papa, je te reconnais ». Alors je lui répondrai ce que j'aurais dû lui dire bien plus tôt. Moi aussi, ma fille, depuis le premier jour. Je rangerai ensuite la boîte métallique dans l'armoire du bureau. Je sortirai marcher, peut-être jusqu'au Rhône. L'air y est plus clair, presque neuf, quand le soir efface les traces du jour. Je ne suis plus le notaire que j'étais, ni le père blessé que j'ai été. Je suis un vieil homme qui sait maintenant que la vérité ne détruit pas, elle libère, et qu'au bout du compte, il vaut mieux une maison vide qu'un cœur fermé. Silence. La pluie s'arrête. J'éteins la lampe. Dans l'obscurité, j'entends simplement battre le temps, et pour la première fois depuis longtemps, ce battement ne fait plus mal.